Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette soirée, ce rencontre avec Philippe Daverio, un critique d'art, un historien de l'art, professeur à l'université, auteur d'émissions de télévision, un grand vulgarisateur de la culture, un connaisseur de l'histoire de l'art européenne et qui a écrit, entre autres, de nombreux essais. Je pense qu'en cette période comme ça, un peu de crise de l'idée de l'Europe, des discussions, de remise en discussion, de remise en question de l'Europe, peut-être rappeler qu'il existe une Europe de l'art, c'est important. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'Europe. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, c'est une contradiction par rapport à ce qu'était l'idée d'un économiste qu'on a oublié dans les dernières... je pense dans le dernier siècle, qui était Vilfredo Pareto. Et il soutenait que la question n'était pas une question de lutte de classe, mais que la pulsion de l'histoire était liée au fait des élites. Avant la Première Guerre mondiale, les élites étaient totalement européennes. Ce que faisaient les élites, plus tard, les autres l'auraient fait. C'est la plus grande erreur de Vilfredo Pareto. Ça ne s'est jamais passé. Alors, pourquoi est-on en train de l'oublier ? Parce que les élites ne comptent plus, parce que les élites ne sont plus aimées, surtout. On confond les élites avec les structures de pouvoir. Les élites étaient cette partie de population qui était capable d'élaborer des thèses. Alors, y a-t-il encore aujourd'hui une partie des populations capables d'élaborer des thèses ? C'est une question assez compliquée. Probablement oui. Le rôle des intellectuels, dans ce cas-là, jouait une fonction fondamentale. Y a-t-il encore des intellectuels ? Probablement oui. Alors, les intellectuels servent-ils à quelque chose ? Napoléon les détestait, vu qu'on est dans cette pièce. Il les appelait les idéologues, c'est-à-dire lui qui a inventé pratiquement la parole, qui a diffusé la parole. Elle avait été inventée un peu avant, mais les idéologues... Et a-t-on le droit d'être idéologue ? À mon avis, on a le devoir de l'être. Et on a en même temps le devoir de témoigner. Mais alors, ma question, c'était, est-ce que cet art européen existe ? Est-ce que c'est une invention ? Est-ce qu'on peut le définir ? Il suffit d'entrer dans un musée, on s'en rend compte. Au fond, ceux qui forment l'Europe, à part les affaires, je pense par exemple en ces jours-ci où les Anglais s'en vont, aux citations que faisait Winston Churchill. Si un jour l'Europe se trouvait unie dans une condivision de son héritage culturel. Il n'y aurait plus de limite à sa gloire et à son bonheur. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, en grande partie parce que l'Europe était une question d'affaires. Ce que devrait être l'Europe dans une condivision constante de l'héritage et de la pulsion actuelle, parce que ce sont les deux choses qui se combinent. Peut-on encore imaginer qu'une idée de la culture, ce qui veut dire une idée des politiques aussi, une idée de société qui est conséquente d'une idée de culture, puisse être un moment de formation mutuelle ? Quelle est la vraie idée d'Europe ? Il y en a un tas. Mais ce qui reste toujours, c'est une communauté d'histoire et de condivision. Et alors, à mon avis, vu que nous sommes dans un endroit napoléonien, Bonaparte disait une armée, ça marche sur l'estomac. À mon avis, l'Europe marche sur l'estomac, avant tout. Qu'est-ce qui unit l'Europe ? L'élément le plus important d'unité de l'Europe, c'est le vin. Puis si on continue dans cette histoire, que serait l'Europe sans la pomme de terre ? Est-ce qu'on peut imaginer l'Europe sans tomates ? Et la pizza est le summum de l'européisme. Le summum. Parce que la tomate vient à travers l'Espagne des Amériques. Le pain est la seule chose qui est locale, mais la mozzarella est une invention due à la partie autrichienne de la famille royale de Naples, qui, quand ils arrivent là, les Autrichiens leur disent il faut qu'on mette des vaches, parce qu'il n'y a pas d'Autrichiens sans vaches. Et en mettant et on met des vaches et on invente ce phénomène formidable qui est la physiocratie. Il n'y a pas de richesse si on ne fait pas d'agriculture. Avant tout, l'Europe est un phénomène alimentaire fondamental dans l'histoire de l'humanité. D'accord. C'est ça, à mon avis, c'est ça l'Europe.
Alors au fond, là, le premier signal vraiment européen, c'est la maman de Constantin, Sainte-Hélène. Hein. Quand elle rêve la croix, elle lui dit « Inox signo vinces ». Elle invente deux choses. Elle invente la publicité de la Coca-Cola d'un côté, parce qu'encore aujourd'hui, Inox signo vinces pour les Américains, c'est la Coca-Cola. Et elle invente l'Europe possible, l'Europe de la chrétienté. C'est ça ce qui nous unit. Et ça se passe à travers un Moyen-Âge où l'on se déplace constamment. Pensez Guillaume de Ockham, qui se met en conflit anglais, qui se met en conflit avec l'Empire en Allemagne, et qui finit plus ou moins chassé ou caché en Provence. Qu'y a-t-il de plus européen? Notre Moyen-Âge est européen. Alors nous considérons le Moyen-Âge d'habitude comme une époque obscure, parce que l'idée que nous en avons est une idée romantique du XIXe siècle. Il n'y a rien de plus coloré, il n'y a rien de plus mouvementé que le Moyen-Âge. Notre propre conscience, notre propre perception est constamment une perception européenne, même quand on ne s'en rend pas compte. L'Europe des avant-gardes, du cubisme, du surréalisme, du dadaïsme a été un laboratoire européen. Dans tous les sens, dans tous les sens. L'Europe, c'est Boccioni qui arrive à Paris, qui renifle l'air et dit « il faut aller à Berlin ». C'est Herbert Walden qui fait l'organisateur des opérations culturelles, qui arrive à Paris, il se les amène à Berlin, et puis pris de folie, Herbert Walden était très riche, il avait une Rolls-Royce en 17. En 17, on lui parle de la révolution russe, il part vers la Russie avec sa Rolls-Royce et il disparaît. On l'a mangé, lui, la Rolls-Royce, probablement. Que peut-on lui faire? Aragon a fait pratiquement la même bêtise dans les années 30. Alors ça se réplique. Mais c'est ce qui nous permet aussi de comprendre ce qu'est l'Europe. Est-ce que l'on peut s'imaginer l'Europe sans les Russes? Alors si on commence à imaginer l'Europe de la culture, on fait sauter tous les paramètres politiques. On pensait ce qu'est Saint-Pétersbourg, une ville construite par des Français, des Allemands et des Italiens. Les Russes ne savaient pas faire. Sans l'Europe, Saint-Pétersbourg n'existerait pas. Et les États-Unis n'ont pas la même complexité. Au fond, les États-Unis se fondent sur baked potatoes and prime ribs. Le but de la culture est un but de contamination. Notre profession réelle est une profession, nous devons rendre les autres malades. Je veux des malades. Et en attendant, notre soirée, ça se termine là, parce que malheureusement, on doit fermer l'Institut. En tout cas, moi, je remercie Philippe Daverio pour toute son érudition, pour ses histoires. Merci à vous pour votre attention, votre présence. Et donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et encore ici, à l'Institut. Comme on dit en ces cas-là, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Voilà.